Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Rachid Madran. Bonjour. Ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes notamment en charge de l'aide à la jeunesse. On se parle après 2 semaines très agitées pour les Bruxellois, les attentats de Paris, un état d'alerte dont on a pu subir les conséquences dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'il y a eu un défaut de surveillance ou de prévention en Belgique, de manière générale, et à Bruxelles en particulier, face au terrorisme? Écoutez, en tout cas, le niveau d'alerte a été fixé par l'OCAM, comme vous le savez, organe de coordination, d'analyse de la menace. Ce sont des professionnels, ils ont évalué le niveau à 4, donc moi je leur fais confiance. Et puis après, c'est le Conseil national de sécurité qui décide des mesures à prendre, eu égard au niveau d'alerte et au niveau de menace. Alors moi je pense que... il y a vraiment eu, je pense, des mesures qui ont été prises et qu'il fallait prendre. Dans le début, on était dans l'action. Puis après, je pense qu'il y a eu un problème de communication. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est embrouillé, on ne savait plus qui disait quoi. On entend le jeudi le Premier ministre qui nous explique que la menace est devant nous, mais en même temps, on dit c'est fini, les enfants peuvent retourner à l'école, on descend d'un cran. L'OCAM, au même moment où il parle à la Chambre, nous explique qu'on redescend à 3. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des cafouillages plutôt au niveau de la communication, mais on aura encore le recul pour analyser tout ça et voir où les choses auraient dû être mieux faites. Ouais, mais je pense que de manière manière générale... On a fermé les écoles, c'était nécessaire? Écoutez, moi je fais confiance aux spécialistes. Je pense que les mesures, il fallait les prendre. Et d'ailleurs, il y a eu une unité nationale. Tout le monde était derrière nos forces de police. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que... on ne peut pas que se réjouir quand les choses se passent bien. Pensez à Verviers, tout le monde était derrière le parquet, les forces de police, la sûreté, etc. Moi, je veux aussi leur rendre hommage parce qu'ils ont vécu une période qui était très, très, très difficile. Et je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ouais, ma question, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on a eu un défaut de surveillance ou de prévention avant ces 15 jours? Est-ce que notamment sur la problématique du radicalisme et d'une partie de notre jeunesse qui est susceptible de tomber dans la violence, on a le screening, les méthodes suffisantes pour déceler ce phénomène-là? Écoutez, chacun à son niveau de pouvoir doit prendre ses responsabilités. La communauté française a été le premier gouvernement à lancer un plan de lutte contre le radicalisme. Vous étiez venu il y a quelques mois. J'étais venu ici justement l'expliquer. Donc au niveau du travail en amont, prévention, etc., on a fait, je pense, ce qu'il fallait. Après, pour le reste, je pense que le problème, il est d'abord budgétaire. Quand vous voyez que le fédéral a diminué les moyens pour la police, pour les services de renseignement, pour la justice, on a entendu le président du tribunal, M. Hénard, expliquer que à Bruxelles, la justice était exsangue. On a entendu la police dire on ne pourra pas continuer. En réalité, ce qui s'est passé, quand on ferme les écoles, pourquoi on le fait? C'était pour récupérer de la capacité policière, pour pouvoir se concentrer ailleurs. Donc, il y a manifestement un problème. Ce gouvernement MRNVA avait décidé de faire des économies sur les services publics. La police, la justice, ce sont des services publics. Et donc, par exemple, les zones de police à Bruxelles, 2% en moins pour les zones de police, c'est quand même considérable. Une réserve fédérale où il y avait 200 agents, on est retombé à 20. Donc là, je pense qu'il y a eu un défaut d'anticipation, je pense, de la part des autorités fédérales. Et quand le ministre de l'Intérieur dit oui, mais les communes ne font pas toujours leur boulot, et par exemple à Molenbeek, je propose d'envoyer moi des fonctionnaires pour contrôler qui est vraiment dans les habitations, il a raison ou pas? Je trouve que le ministre de l'Intérieur, pour le moment, ferait bien d'agir plutôt que de se taire. J'ai déjà accusé d'être finalement un membre d'un gouvernement qui est le gouvernement de la parole. Vous savez, quand on transmet des listes aux zones de police, au bourgmestre, on leur dit voilà, vous avez une liste de 85 personnes qui sont suspects, et puis on leur dit pas ce qu'il faut faire avec ces listes, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnes suspectées. Je pense que le défaut, il est d'abord là. Mais je pense que dans un deuxième temps, viendra le temps des explications et de la compréhension, et je pense que le ministre de l'Intérieur devra à un moment donné répondre à une série de questionnements aujourd'hui qui viennent des municipalistes. J'ai même entendu la bourgmestre de Molenbeek, qui n'est pas socialiste, comme vous le savez, se plaindre et de dire mais non, ça suffit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait on sait qu'on a, suivant les chiffres, entre 400, 500, certains disent 2000 jeunes Belges qui sont partis combattre en Syrie. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui reviennent? Et je vais vous poser une question dans vos compétences. Ceux qui reviennent, qui sont mineurs, qui dépendent donc de votre administration, qu'est-ce qu'on fait? On les place d'office en IPPJ? Écoutez, dès lors que ils sont en danger ou pas?
ils peuvent représenter un danger, encore faut-il voir ce qu'ils ont fait là-bas. Mais en tout cas, nous, dès que la justice nous les confie, on peut les prendre en charge. Depuis que je suis à cette fonction, on a eu à connaître 11 cas. On a pris en charge 11... C'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas énorme. 11 mineurs, 9 garçons, 2 filles. Et au moment où je vous parle, là, à l'instant, il y en a encore 4 qui sont en IPPJ. Les autres sont sortis, suivis par des dispositifs qui existent. On arrive à déradicaliser quelqu'un quand il est parti en Syrie? J'aime pas le mot déradicaliser. Moi, je dirais désengager. Il y a moyen de faire en sorte de montrer, en tout cas avec les mineurs, c'est comme ça qu'on travaille, c'est d'abord de leur expliquer dans quel contexte ils sont, de voir les erreurs qu'ils font, les conséquences de ce qu'ils sont en train de prôner. Et on travaille avec eux comme on travaille avec des délinquants, par exemple, qui ont fait des bêtises. C'est quelque part qui prennent conscience de l'acte qu'ils ont posé et puis après de travailler sur le projet. Quel est le projet que tu reconstruis pour ta vie demain? C'est ça qui est important. Et ça a marché pour la pluport des cas? Écoutez, pour certains, ça a l'air de marcher. Mais quand il faut combien de temps pour réussir cette opération-là? Il y a pas de, ça dépend de la personnalité de chaque enfant. Il y en a, ça prend chaque mineur. Il y en a, ça prend beaucoup plus de temps, d'autres moins. Mais vous savez, quand j'ai entendu certains dire, on va mettre des bracelets électroniques à toutes les personnes qui reviennent. Moi, j'ai dit intellectuellement, je n'ai pas de problème à le faire. La difficulté, c'est que le bracelet, c'est pas la panacée. Habituellement, on met des bracelets électroniques à des personnes qui s'inscrivent dans cette démarche, qui souhaitent, et on sait que ce sont des personnes qui ne vont pas se soustraire à la justice. Mais je dis aussi attention à la justice d'exception, à la législation d'exception. Nous sommes dans un pays démocratique et la meilleure réponse qu'on peut donner à ces terroristes qu'il faut éradiquer, c'est de justement travailler dans un contexte d'un état de droit. Donc, dès qu'il y a une décision de justice, il peut et il faut prendre les mesures qui s'imposent. Alors on a aujourd'hui quand même un débat aussi sur l'encadrement de l'islam et la manière dont l'islam s'est développé en Belgique et en particulier à Bruxelles. On a une forme d'islam souvent dans les quartiers qui est une forme qui n'est pas la plus progressiste et la plus ouverte sur le monde occidental, qui souvent s'accompagne d'un repli sur soi et d'un rejet même des valeurs occidentales. Comment est-ce qu'on peut le contrer ? Écoutez, moi j'ai toujours dit que le péché originel, ça a été dans les années fin 60, début 70, d'avoir confié les clés de l'islam à l'Arabie Saoudite à travers la grande mosquée. C'est-à-dire que le cinquantenaire. Voilà. C'est-à-dire que la population qu'on a fait venir dans les années 60, c'était marocains et turcs, dans le cadre des accords bilatéraux, c'était essentiellement des gens qui pratiquaient ce qu'on appelle l'islam sunnite malékite, qui est un islam très très apaisé. Moi j'appelle l'islam des papas, parce que c'est l'islam de nos parents. Et puis progressivement, le wahhabisme et le salafisme a commencé à s'ancrer dans les esprits. Et c'est plus rigoureuses et plus tournées vers le passé, notamment la rigueur morale des premiers temps de l'islam. Voilà, plus conservatrice, etc. Et au fur et à mesure du temps, ça a fait son œuvre, ça s'est ancré dans les esprits et on a constaté un repli. Vous ajoutez à cela la ségrégation urbaine, la relégation, la discrimination à l'embauche, les problèmes du chômage. Vous savez, il y a un monitoring qui a été fait il y a quelques semaines par le SPF Emploi. Qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que la Belgique est le pays le plus touché par la discrimination à l'embauche dans tous les pays de l'Union européenne. Je ne dis pas que ça explique uniquement, mais en tout cas, c'est un terreau propice à la radicalisation. Qu'est-ce qu'on fait ? On retire les clés de la grande mosquée à la Ligue islamique mondiale, leur organisation wahhabite qui gère aujourd'hui cette grande mosquée ? En tout cas, il faut s'interroger aujourd'hui sur l'utilité de continuer à travailler avec des structures qui, finalement, ne prônent pas, dans leurs États qui financent, la démocratie comme nous l'entendons. Oui, mais ça veut dire qu'on doit prendre nos distances avec l'Arabie Saoudite, au point de vue diplomatique, économique, et notamment sur le plan des livraisons de pétrole. Et ça veut dire qu'on doit retirer, je répète ma question, les clés de cette grande mosquée et trouver un autre partenaire. Moi, j'ai été très clair, je le souhaite. Mais je vois bien que j'ai entendu Bart de Wever qui n'est pas très très chaud à mettre le doigt dans cette piste-là ou dans cette solution parce qu'ils ont peur de conséquences économiques, notamment sur le port d'Anvers et d'autres investissements. J'ai déjà entendu des grands entrepreneurs dire attention, surtout ne touchons pas. Donc à un moment donné, il faut aussi dire la vérité. On est un petit peu en incohérence dans les discours qu'on tient, à la fois au prône l'égalité, les droits de l'homme, la démocratie, et de l'autre, quand il s'agit de pétrodollars et de business, à ce moment-là, tout ça passe au second plan. Et on retire la grande mosquée aux Wahhabites, et ce sont des imams à la belge qui la gèrent. Mais en tout cas, c'est possible ça ? Mais bien sûr, il y a une nouvelle L'encadrement des cultes, c'est une compétence des régions. Donc c'est la région bruxelloise qui aurait la main. Il faut en tout cas s'appuyer sur la nouvelle génération de musulmans instruits, qui parlent français, qui a étudié ici, qui a grandi ici, et qui est tout à fait disposée à
prendre ses responsabilités. Moi, je dis, il faut faire confiance à la nouvelle génération de musulmans et nous avons des forces vives en Belgique, à Bruxelles et dans toute l'Europe. Et la formation des imams, ça pourrait être une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On pourrait avoir un parcours avec un certificat à la fin pour avoir des imams on va pas qui au s'occuper moins de parlent le cultuel. français On ou ne va pas s'occuper de cultuel. Ouais. En tout cas, c'est donner des outils scientifiques, didactiques, pédagogiques, à la fois aux imams, mais aussi aux accompagnants dans les prisons, dans les écoles, etc. Il faut qu'on puisse doter toutes ces personnes qui interviennent dans le cadre de l'islam d'outils. Mais ces formations belges, elles existent toujours presque pas, ou avec l'état embryonnaire. Alors, mon collègue Jean-Claude Marcourt a mis en place une commission islam qui doit rendre son rapport ici, en décembre, d'ici 15 jours. On l'a mis in tempore non suspectu, on l'a fait avant. Et donc, je pense que d'ici mi-décembre, on aura les conclusions de ce rapport et il faudra étudier en profondeur les propositions et les recommandations. On aura de l'argent pour aider les 400 000 euros ont déjà été réservés pour cela. Alors, vous êtes compétent pour l'aide à la jeunesse, on l'a souligné. L'accueil des enfants ou des adolescents qui ne peuvent plus être pris en charge par leur famille, pour des raisons diverses, on les place en famille d'accueil. Il n'y a plus assez de familles d'accueil. Écoutez, on manque cruellement de familles d'accueil. Vous avez lancé un appel vendredi en communauté française. Ouais. Je l'ai dit, d'abord, c'était ma priorité. Vous savez, aujourd'hui, 4700 enfants sont placés dans des familles d'accueil, que ce soit des familles, ce qu'on appelle familles élargies, les grands-parents, les oncles, les tantes, ou dans des familles sélectionnées, 25% à peu près, qui sont des familles extérieures qui se portent candidates pour accueillir à court terme, à très court terme ou à plus long terme, un enfant ou plusieurs enfants. Et aujourd'hui, rien que pour remplacer les personnes qui sortent du circuit, ça fait à peu près 50 familles qui sortent du circuit, il faudrait qu'on trouve entre 100 et 150 familles. Donc on lance une grande campagne de communication, des spots publicitaires, des flyers, de Facebook, etc. pour recruter des familles. C'est ce qui permet d'éviter de placer ces jeunes dans des institutions, ce qui peut être dommageable pour leur développement. Hein. Tout à fait. Je dis souvent que finalement le placement en famille d'accueil, c'est une solution moins traumatisante. Est-ce que tout le monde peut le faire? Famille homoparentale, monoparentale, avec ou sans enfants? Personne seule, il n'y a pas de conditions de revenus, pas de conditions de logement, etc. Et on reçoit un petit budget pour aider. Voilà. Et on reçoit à peu près 400-450 euros par mois pour aider cet enfant. Et tous les frais sont pris en charge par le secteur de l'aide à la jeunesse. Vous savez... Et quand on s'engage à le faire, c'est pour quelques mois aussi, pour toute une vie? Ça dépend de la formule qu'on choisit. Ça peut être accueil d'urgence, accueil de moyen terme, accueil de plus long terme. Mais ce qui est important, c'est que c'est la dynamique qui est importante. Accueillir un enfant, c'est une aventure humaine formidable et on a besoin. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles qui hésitent. Et donc je lance un appel, franchissez le cap, venez, devenez famille d'accueil. Il y a le site familledaccueil.be. Vraiment, toutes les personnes qui se sentent l'âme de se lancer dans cette aventure sont les bienvenues. Alors il nous reste 20 secondes. Où est-ce qu'on en est du projet d'un IPPJ, donc une institution de protection de la jeunesse en région bruxelloise? Écoutez, on travaille sur le projet pédagogique pour le moment. Dès qu'on a finalisé le projet pédagogique, on annoncera et le projet et le lieu. Vous avez repéré le bâtiment? On a plusieurs localisations possibles. On rappelle que ça corresponde. La moitié des jeunes en IPPJ sont des Bruxellois. Pour l'instant, tous les IPPJ sont en Wallonie. Exactement. Donc il y aura un bâtiment à Bruxelles. Exactement. Ce sera pour quoi? 40, 50 personnes? Quelque chose comme ça. Ouais, il y aura une section pour les filles. Ça fait partie du projet pédagogique. Il y aura une section centre fermé. Vous êtes trop curieux. Attendez encore un tout petit peu. Vous êtes impatient, mais dans quelques semaines... Et pour les jeunes concernés, ça va venir à quand alors? Écoutez, l'idéal, ce serait qu'on puisse l'annoncer début de l'année. Merci Rachid Madran d'avoir été invité dans l'interview. Demain, on parlera climat, réchauffement climatique avec Céline Frémaux, qui est la ministre bruxelloise de l'Environnement. À demain.